Je me souviens très précisément de ce matin-là. Le parfum des roses de mon jardin était plus fort que d'habitude, comme si la terre elle-même essayait de me retenir encore quelques minutes dans l'ignorance. La Provence était calme. Le soleil glissait doucement sur les collines. Et moi, j'étais agenouillée près d'un vieux rosier que ma sœur Léa avait planté 20 ans plus tôt. Elle disait toujours que les roses étaient comme les femmes de notre famille. Elles survivaient à tout. Je ne savais pas encore que ce jour-là, cette phrase deviendrait un adieu. Mon téléphone a sonné dans la poche de mon tablier de jardin. Un numéro inconnu, international. Je me souviens avoir soupiré avant de répondre. Je pensais à un démarchage quelconque. Mais dès que j'ai entendu la voix au bout du fil, quelque chose s'est brisé. Une voix masculine, grave, professionnelle. « Madame Isabelle Moreau, ici le consulat de France à Dubaï. » Mon cœur s'est arrêté. Personne n'appelait jamais de Dubaï, sauf pour une seule personne. Ma sœur, Léa, ma petite sœur, de 4 ans ma cadette, la seule famille qui me restait vraiment. Je me suis redressée lentement. Oui, c'est moi. Il y a eu un silence, le genre de silence qui dure à peine une seconde, mais qui contient déjà toute la tragédie. Puis la phrase est tombée, calme, administrative, terriblement propre. « Madame, je suis au regret de vous informer que votre sœur Léa Moreau a été victime d'un accident de voiture hier soir à Dubaï. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me souviens seulement d'avoir regardé la rose que je tenais dans ma main. Une pétale est tombée, puis une autre. La voix a continué, comme si rien n'avait changé dans le monde. Elle n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Je crois que je me suis assise sans m'en rendre compte. La terre était froide, et tout à coup, le jardin entier semblait étranger. Léa, ma sœur, la femme qui m'appelait chaque dimanche matin, la femme qui n'avait jamais voulu se marier parce qu'elle disait que la liberté valait plus qu'un anneau. Elle travaillait à Dubaï depuis 15 ans, dans l'immobilier de luxe. Elle envoyait parfois des photos de gratte-ciel immenses et moi je lui envoyais des photos de mes roses. 2 vies opposées, mais une seule enfance. Une seule mémoire. « Nous sommes profondément désolés, madame, » a poursuivi la voix. Je n'entendais presque plus. Puis une autre phrase est arrivée, plus froide encore, plus lourde. En raison de la situation géopolitique actuelle dans la région, les vols commerciaux sont très perturbés. Le rapatriement d'un corps vers la France nécessite actuellement des transports spéciaux. Je ne comprenais pas encore. Le coût estimé du rapatriement s'élève à environ 50 000 €. 50 000. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme une pierre. 50 000 € pour ramener ma sœur chez elle. Le consulat a ajouté doucement, « Bien entendu, une crémation sur place serait beaucoup moins coûteuse. » Je crois que c'est là que quelque chose s'est réveillé en moi, une sorte de force primitive. Je me suis redressée. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'aurais imaginé. Non. Silence. « Madame, je comprends votre émotion, mais non, » ai-je répété. Je regardais les collines de Provence, la lumière dorée, les oliviers, la terre où nous avions grandi, la terre où nos parents étaient enterrés. Ma sœur ne pouvait pas rester seule dans un pays étranger, pas après tout ce qu'elle avait traversé. Ma sœur reviendra en France. La voix a tenté de rester neutre. « Madame, le coût est très élevé. » Alors j'ai dit la seule phrase qui existait pour moi, la seule possible. « S'il le faut, je vendrai ma maison. » Ma gorge brûlait. Mais Léa ne restera pas seule à Dubaï. Long silence. Puis la voix a finalement répondu avec douceur. « Très bien, madame, nous allons lancer la procédure. » Quand l'appel s'est terminé, je suis restée immobile dans le jardin. Le vent faisait bouger les roses. Et tout à coup, j'ai compris quelque chose. La mort d'une personne ne révèle pas seulement la douleur. Elle révèle aussi la valeur des vivants. Je ne savais pas encore que quelques heures plus tard, ma propre fille allait me montrer le vrai visage de cette valeur, et que cette histoire ne parlerait plus seulement d'un enterrement, mais de la dignité et du prix de l'amour. Je n'ai pas quitté le jardin tout de suite après l'appel. Je suis restée là, longtemps. Les mains encore pleines de terre, les genoux humides d'herbe froide. La Provence continuait de respirer tranquillement autour de moi. Les cigales, le vent dans les oliviers, le soleil qui descendait lentement. Et pourtant, pour moi, le monde venait de s'arrêter. Léa était morte, ma petite sœur.
Je me souvenais soudain de son rire quand nous étions enfants. Elle courait toujours devant moi dans les champs, comme si la vie était une course qu'elle voulait gagner. Elle disait souvent « Isabelle, toi tu veux une maison tranquille, moi je veux voir le monde ». Elle l'avait vu, Londres, Singapour, Dubaï, et maintenant. Elle était morte dans une ville où personne ne connaissait même son prénom. Je me suis levée avec difficulté. Il fallait appeler ma fille, Chloé. Même si, au fond de moi, je savais déjà que cette conversation serait difficile. Chloé a toujours été différente de Léa. Ma sœur croyait aux liens. Ma fille croyait aux opportunités. Quand elle était petite, je pensais que c'était simplement de l'ambition. Avec les années, j'ai compris que c'était autre chose. Je suis rentrée dans la maison. La cuisine sentait encore le café du matin. Je me suis assise à la table et j'ai composé son numéro. Elle a décroché presque immédiatement. Sa voix était joyeuse. « Maman, justement, je voulais t'appeler. » Je n'ai pas répondu tout de suite. « Chloé », elle a continué sans remarquer mon silence. « Tu peux venir garder les enfants samedi? On part à Courchevel avec Marc. Une petite semaine de ski. Ça va nous faire du bien. » Je regardais mes mains. Elles tremblaient. Alors j'ai dit doucement « Ta tante Léa est morte. » Silence. Quelques secondes, puis un soupir. Un simple soupir. Ah! Je crois que ce petit mot m'a fait plus mal que n'importe quel cri. Elle a eu un accident à Dubaï, ai-je ajouté. Chloé est restée silencieuse un moment, puis sa voix est redevenue pratique, presque administrative. Bon, c'est triste, mais elle vivait là-bas depuis toujours. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Il faut rapatrier son corps en France. Pourquoi? La question est sortie si naturellement que j'ai cru avoir mal entendu. Parce que c'est ta tante, parce qu'elle appartient à cette famille. Elle a soufflé. Et ça coûte combien, ce rapatriement? Je savais que ce chiffre allait tout changer. Environ 50 000 €. Le silence qui a suivi n'était plus de la tristesse, c'était de l'incrédulité. Puis Chloé a éclaté. 50 000 €? Je l'entendais marcher dans son appartement. « Maman, tu es sérieuse? » Oui. Sa voix est devenue dure, tranchante. « Maman, tu es devenue folle? » Je n'ai rien répondu. Elle a continué, de plus en plus irritée. 50 000 € pour un cadavre? Le mot m'a transpercé. Chloé, mais elle ne s'arrêtait plus. Elle est morte, elle ne va pas revenir parce qu'on la met dans un avion. Je sentais quelque chose se fissurer en moi. On peut la faire incinérer là-bas, c'est ce que tout le monde fait. Je murmurais, non. Elle a ri, un petit rire nerveux. Maman, écoute-moi 2 minutes. Puis la phrase est tombée. La phrase que je n'oublierai jamais. On ne dépense pas 50 000 € pour un mort alors que les vivants en ont besoin. Je fermais les yeux. Tes petits-enfants ont une école privée à payer. Sa voix était maintenant impatiente. Et samedi, on part à Courchevel. Courchevel. Ma sœur venait de mourir et ma fille pensait à une station de ski. Donc s'il te plaît, ne fais pas de folie. Je sentais mes larmes couler, mais ma voix est restée calme. Léa reviendra en France. Chloé a soupiré, exaspérée. Maman, sérieusement. Puis elle a lâché la phrase qui a tout détruit. Ne laisse pas les morts gâcher la vie des vivants. Je n'ai pas répondu. Je regardais la chaise vide en face de moi, la chaise où Léa s'asseyait toujours quand elle venait me voir. Alors j'ai compris quelque chose. Je ne venais pas seulement de perdre ma sœur, je venais aussi de découvrir que ma fille ne la pleurait jamais. Et c'est à cet instant précis que j'ai su que cette histoire ne serait pas seulement un deuil, ce serait une révélation et peut-être un jugement. Je n'ai pas raccroché immédiatement. Le téléphone est resté contre mon oreille quelques secondes de plus, comme si j'espérais entendre autre chose. Un regret, un soupçon de tristesse, une phrase humaine. Mais la ligne s'est coupée, et avec elle quelque chose en moi aussi. La cuisine était silencieuse. Je regardais toujours la chaise vide en face de moi. La chaise de Léa. Quand elle venait de Dubaï, elle s'asseyait toujours là, les jambes croisées, un verre de vin à la main, les yeux brillants comme une enfant revenue de voyage. Elle me racontait ces immeubles gigantesques, les hôtels de marbre, les clients russes, indiens, américains, et moi je lui racontais mes roses. Elle riait toujours. « Isabelle, tu es la seule personne au monde capable de parler d'un rosier comme d'un roman. » Je crois que c'est ce rire qui m'a soudain frappée, parce qu'il n'existerait plus jamais. Alors j'ai posé mon front sur la table.
et j'ai pleuré. Pas comme dans les films, pas avec des cris, juste des larmes silencieuses, lentes, lourdes, parce que la douleur n'était pas seulement la mort. La vraie douleur, c'était l'indifférence. Léa n'avait jamais eu d'enfant. Elle disait que sa carrière l'avait emportée ailleurs. Mais je savais la vérité. Elle avait sacrifié beaucoup de choses pour aider les autres. Quand Chloé était petite et que j'avais du mal à payer ses études, c'est Léa qui avait envoyé de l'argent. Quand Marc, le mari de ma fille, avait lancé son entreprise, c'est Léa qui avait prêté la première somme. Elle n'avait jamais demandé qu'on lui rende. Elle disait simplement « La famille, c'est comme un jardin. Si personne n'arrose, tout meurt. » Et aujourd'hui, sa propre nièce venait de dire qu'elle n'était qu'un cadavre trop cher. Je me suis levée lentement. Je me suis dirigée vers le buffet du salon, là où je gardais les vieilles photos. J'en ai sorti une, Léa et moi. Nous avions 20 ans. Elle portait une robe blanche trop légère pour le vent de Provence. Ses cheveux noirs volaient partout, et elle riait, toujours ce rire. « Petite sœur », ai-je murmuré. 1 heure plus tard, la voiture de Chloé s'est arrêtée devant la maison. Je l'ai vue par la fenêtre. Elle est sortie avec des lunettes de soleil immenses et un manteau élégant. Elle avait amené les enfants. Ils couraient dans le jardin. Elle est entrée sans frapper, comme toujours. « Maman, il faut qu'on parle de cette histoire d'argent. » Pas un mot pour Léa, pas une question. Juste l'argent. Je suis restée debout près de la table. « Ta tante est morte, Chloé. » Elle a posé son sac sur la chaise. « Oui, tu l'as dit. » Puis elle a ouvert son téléphone. J'ai regardé un peu sur Internet. 50 000 € pour un rapatriement, c'est complètement absurde. Je la regardais. Vraiment, comme si je voyais son visage pour la première fois. « Tu crois que la dignité a un prix ?» Elle a levé les yeux. « Maman, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de bon sens. » Puis elle a ajouté « Léa a vécu comme elle voulait. Elle est morte là-bas. Ce n'est pas dramatique si elle reste là-bas. » Ces mots ont traversé la pièce comme un vent glacé. Je me suis avancée d'un pas. Elle est ta tante. Chloé a haussé les épaules. Elle était surtout riche et célibataire. Je crois que c'est cette phrase qui a tout déclenché. Je n'ai pas crié, je n'ai pas levé la voix, mais quelque chose dans mon regard a changé. « Sors !» Elle a cligné des yeux. « Quoi ?»« Sors de ma maison. » Les enfants riaient encore dehors. Le soleil traversait la fenêtre. Tout semblait normal. Et pourtant, tout venait de basculer. « Maman, ne sois pas ridicule. » Je me suis approchée de la porte. Je l'ai ouverte. « Si tu ne sais pas respecter les morts, » ma voix était calme, froide. « Tu ne mérites pas l'amour des vivants. » Elle me regardait comme si j'étais devenue folle. « Tu me mets dehors ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Oui. » Silence. Puis j'ai ajouté doucement. « Va profiter de Courchevel. » Elle a pris son sac brusquement. « Très bien, mais ne viens pas pleurer quand tu seras ruiné. » La porte a claqué. Le jardin est redevenu silencieux. Je suis restée seule. Mais au fond de moi, une certitude venait de naître. Ramener Léa en France ne serait pas seulement un devoir. Ce serait la dernière chose pure dans cette famille. Et je le ferais, même si je devais tout perdre, même si je devais apprendre que certaines pertes ne se réparent jamais. La nuit suivante, je ne l'ai pas dormi. La maison était silencieuse, mais mon esprit ne l'était pas. Les heures passaient comme des trains lents dans l'obscurité. Sur la table du salon, mon ordinateur restait ouvert. Des documents, des formulaires, des adresses d'ambassade. Je découvrais un monde dont j'ignorais tout, celui des morts qui doivent voyager. Le rapatriement d'un corps n'est pas seulement une question d'argent, c'est une mécanique administrative presque implacable. Certificat de décès, autorisation sanitaire, zinc hermétique du cercueil, autorisation consulaire, transport aérien spécialisé. Chaque document devait être validé par plusieurs autorités. Chaque signature prenait des heures, et chaque heure coûtait plus cher. À 2 heures du matin, le consulat m'a rappelé. « Madame Moreau, nous faisons le maximum, mais la situation est compliquée. » J'entendais des bruits de fond derrière la voix, des alarmes, des annonces militaires. Les vols civils sont très limités actuellement. Le transfert devra probablement être effectué par un avion cargo militaire qui transporte déjà des ressortissants européens. Je me suis redressée sur ma chaise. Combien de temps ? Peut-être 3 jours, peut-être 5.
Je regardais la photo de Léa posée sur la table. Elle attendra. La voix du consulat a hésité. Madame, je dois aussi vous rappeler que le coût total estimé reste d'environ 50 000 euros. Je savais, chaque minute de cette nuit me l'avait rappelé. Alors j'ai ouvert mon carnet, celui où je gardais mes économies, 32 000 euros. Toute une vie de prudence, toute une vie à ne jamais dépenser inutilement. Je savais déjà que ce ne serait pas suffisant. Le lendemain matin, je suis allé voir le directeur de ma banque à Avignon. Il me connaissait depuis 20 ans, un homme poli, prudent. Il a écouté mon histoire en silence, puis il a posé ses mains sur le bureau. Madame Moreau, vous êtes certaine de vouloir utiliser toutes vos économies pour cela? Je n'ai pas hésité. Oui, il a soupiré doucement. Vous pourriez choisir une solution plus simple. Je savais ce qu'il voulait dire. Crémation, une urne, un colis postal funéraire. Je me suis penché légèrement vers lui. Monsieur, ma sœur n'est pas un colis. Il n'a plus rien dit. Il a simplement signé les documents du prêt complémentaire. Quand je suis sortie de la banque, je me suis sentie plus légère. Pauvre, mais légère. Les jours suivants ont été une succession d'appels. Ambassade, transporteur, service sanitaire. À chaque fois la même question. Êtes-vous certaine de vouloir continuer la procédure? À chaque fois la même réponse, oui. Le troisième jour, le téléphone a sonné à nouveau. La voix du consulat semblait fatiguée. Madame Moreau, nous avons une place sur un vol cargo militaire qui part cette nuit. Le cercueil de votre sœur sera à bord. Je suis restée immobile. Le jardin était devant moi. Les roses, le vent, la Provence. Elle rentre à la maison? Oui, madame. Je crois que c'est à cet instant que j'ai respiré pour la première fois depuis 3 jours. Mais la voix a ajouté doucement. L'arrivée sera à Paris, à l'aéroport de Roissy. Paris. Alors j'ai pris un train le lendemain. Pendant tout le trajet, je regardais défiler les paysages, les champs, les villages, la France. Et je pensais à Léa, la petite fille qui courait dans les collines, la femme qui avait conquis le désert et qui revenait maintenant dans un cercueil. Quand je suis arrivée à l'aéroport, un agent du service funéraire m'attendait. Un homme discret, respectueux. Il m'a guidée dans un hangar silencieux. Là, il y avait plusieurs cercueils, tous identiques, tous anonymes, mais je savais lequel était le sien, parce qu'une petite plaque portait son nom. Léa Moreau. Je me suis approchée. J'ai posé ma main sur le bois froid. Tu es rentrée, petite sœur. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas pleuré, parce qu'à cet instant, je ne pensais pas seulement à la mort. Je pensais aussi à quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas encore compris, que certaines personnes allaient très bientôt transformer ce deuil en spectacle, et que le pire n'avait pas encore commencé. Le jour des funérailles est arrivé quelques jours plus tard. Paris était gris ce matin-là. Un ciel bas, lourd, presque immobile, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Le cimetière du Père-Lachaise avait toujours quelque chose de solennel. Les allées pavées, les vieux arbres, les tombes couvertes de mousse. Je marchais lentement derrière le cercueil de Léa. Le bois sombre glissait doucement sur le chariot funéraire. Chaque roue faisait un petit bruit discret sur les pavés. Autour de moi, quelques personnes étaient venues. 2 anciennes collègues de Léa qui avaient pris l'avion depuis Londres, un voisin de Provence, et le notaire chargé de la succession, un homme élégant nommé Maître Renaud. Personne ne parlait. Le silence était presque respectueux. Je tenais un bouquet de roses blanches, les roses de mon jardin. Je voulais que Léa parte entourée de ce qu'elle aimait. Le prêtre a commencé la cérémonie près de la tombe. Sa voix était douce. Nous sommes réunis aujourd'hui pour accompagner Léa Moreau vers son dernier repos. Je regardais le cercueil. Je repensais à notre enfance, les courses dans les champs, les disputes idiotes, les nuits d'été où nous parlions jusqu'à l'aube. Une vie entière, réduite à un rectangle de bois. Puis le prêtre a ajouté « Léa était une femme libre, courageuse et profondément généreuse. Je sentais mes mains trembler. Oui, généreuse, beaucoup trop généreuse parfois. Et soudain, un bruit de talons rapide a brisé le silence. Les têtes se sont tournées. Je savais déjà, Chloé. Elle avançait dans l'allée du cimetière avec une énergie presque agressive. Un manteau de luxe. Des lunettes de soleil immenses. Elle ne marchait pas comme quelqu'un qui vient dire adieu. Elle marchait comme quelqu'un qui vient régler un compte.
Je sentais le regard des invités glisser vers moi. Je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée à quelques mètres du cercueil. Puis elle a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient froids. Alors c'est vrai, sa voix a claqué dans l'air. Tu l'as vraiment fait. Le prêtre s'est interrompu, surpris. Madame, nous sommes en pleine cérémonie. Mais Chloé n'écoutait déjà plus. Elle regardait le cercueil comme un objet inutile. 50 000 euros. Elle a éclaté d'un rire nerveux. 50 000 euros pour une boîte. Un murmure de stupeur a parcouru les invités. Maître Renaud a fait un pas en avant. Madame, ce n'est ni le lieu ni le moment. Elle l'a interrompu d'un geste. Non, justement, c'est le moment. Puis elle s'est tournée vers moi. Ses mots étaient tranchants. Tu as jeté l'argent de la famille dans ce trou. Le vent faisait bouger les branches au-dessus de nous. Les roses dans mes mains tremblaient. Tes petits-enfants auront peut-être du mal à payer leurs études. Elle a pointé le cercueil. Mais au moins, tante Léa a eu son voyage en première classe. Personne ne parlait. Je voyais les visages des invités, la honte, la gêne et un peu de pitié, pour moi, mais aussi pour elle. Je me suis avancée lentement. Je me suis arrêtée devant ma fille. Nos regards se sont croisés. Elle respirait vite, comme quelqu'un persuadé d'avoir raison. Je lui ai parlé doucement. Ta tante est morte seule dans un pays étranger. Elle a haussé les épaules. Ça arrive tous les jours. Ces mots ont traversé mon cœur comme une lame. Je n'ai pourtant pas élevé la voix. Aujourd'hui, elle est rentrée chez elle. Chloé a levé les yeux au ciel. Chez elle, puis elle a lâché la phrase qui a glacé tout le cimetière. Les morts n'ont plus besoin de maison. Le silence qui a suivi était presque physique. Même le prêtre semblait incapable de parler. Alors j'ai posé mes roses sur le cercueil et je me suis tournée vers elle une dernière fois. Peut-être. Ma voix était calme, mais les vivants ont encore besoin de dignité. Elle a ricané. Mais je voyais déjà dans les regards autour de nous que quelque chose venait de se produire. Parce que la cruauté, lorsqu'elle est exposée au grand jour, révèle toujours plus sur celui qui parle que sur celui qui souffre. Et pourtant, Chloé croyait encore avoir gagné. Elle ne savait pas que quelques minutes plus tard, une simple enveloppe allait changer complètement l'histoire. La cérémonie a repris dans un silence étrange. Le prêtre parlait encore, mais ses mots semblaient flotter au-dessus de nous sans vraiment toucher la terre. L'atmosphère avait changé. La brutalité de Chloé avait laissé une trace invisible dans l'air du cimetière. Je restais immobile près du cercueil de Léa. Les roses blanches reposaient maintenant sur le bois sombre. Le vent faisait bouger leurs pétales. Ma fille s'était légèrement éloignée, mais elle n'était pas partie. Elle restait debout à quelques mètres, les bras croisés, comme quelqu'un qui attend la fin d'une réunion ennuyeuse. Je ne la regardais plus, parce que dans ces moments-là, la dignité consiste parfois à détourner les yeux. Lorsque le cercueil a été descendu dans la tombe, j'ai senti un vertige me traverser. La terre est tombée doucement sur le bois. Chaque pelletée produisait ce bruit sourd que je n'oublierai jamais. C'était la dernière fois que je voyais ma sœur. Le prêtre a conclu la cérémonie. Les invités ont commencé à s'approcher pour me serrer la main. Des gestes simples, des mots discrets. « Courage, Isabelle. Léa était une femme admirable. » Je remerciais doucement chacun d'eux. Puis Maître Renaud s'est approché. Le notaire portait un manteau sombre et un regard attentif. Il attendait manifestement un moment de calme. « Madame Moreau, si vous le permettez. » Sa voix était basse, professionnelle. Je l'ai suivie légèrement à l'écart, sous un vieux cyprès. Chloé nous observait déjà du coin de l'œil. « Votre sœur m'avait confié un document à ouvrir après ses funérailles, » dit-il en sortant une enveloppe épaisse de son dossier. Je n'ai rien dit. Les surprises posthumes n'étaient pas rares dans les histoires de succession, mais je ne pensais pas que cela me concernerait vraiment. Léa avait toujours été indépendante. Je supposais qu'elle avait organisé ses affaires pour des fondations ou des œuvres internationales. Le notaire a ouvert l'enveloppe. Il a parcouru rapidement le document, puis a levé les yeux vers moi. Son expression avait changé, plus sérieuse, plus attentive. « Madame Moreau, votre sœur avait établi un testament devant notaire à Paris il y a 3 ans. » Je sentais déjà le regard de Chloé se fixer sur nous. Elle s'était rapprochée sans même essayer de le cacher.
Maître Renaud a poursuivi calmement. Dans ce testament, elle désigne un unique héritier. Un léger silence. Puis il a prononcé la phrase qui a suspendu l'air autour de nous. Vous, je suis resté immobile. Moi, le notaire a hoché la tête. Oui, madame, votre sœur lègue l'intégralité de son patrimoine à votre nom. Je voyais maintenant Chloé s'approcher rapidement. Ses talons claquaient sur les pavés. Pardon? Le notaire a continué, toujours aussi posé. Ce patrimoine comprend notamment un appartement de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Les yeux de Chloé se sont agrandis, ainsi qu'un capital financier d'environ 2 millions d'euros. Le silence qui a suivi était presque irréel. Je n'avais jamais pensé à l'argent de Léa. Jamais. Je pensais seulement à la ramener chez nous. Mais derrière moi, j'entendais déjà la respiration de ma fille changer. Plus rapide, plus vive, comme quelqu'un qui vient de sentir l'odeur de l'or. 2 millions? Le notaire referma calmement le dossier. Oui, madame. Chloé me regardait maintenant avec une expression complètement différente. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose de beaucoup plus calculateur. Elle a posé une main sur mon bras, doucement, comme si rien ne s'était passé au cimetière quelques minutes plus tôt. Maman, sa voix avait changé, presque douce. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je la regardais. Elle continuait. Tu sais, j'étais simplement bouleversée. La mort de tante Léa m'a choquée. Je n'ai rien répondu, parce que la transformation était trop rapide, trop parfaite. Elle s'est rapprochée encore, puis elle m'a serrée dans ses bras devant tout le monde. Maman, pardon, je n'aurais jamais dû parler comme ça. Ces mots étaient presque convaincants, presque. Mais j'avais vécu assez longtemps pour reconnaître certaines choses. Et à cet instant précis, je comprenais enfin pourquoi les roses ont des épines. Parce que certaines mains ne savent toucher les fleurs que pour les arracher. Et je savais déjà que ce changement soudain dans le cœur de ma fille n'était pas un miracle. C'était simplement le début de quelque chose de beaucoup plus dangereux. La cupidité. Les jours qui ont suivi les funérailles ont été étrangement calmes, comme si la tempête s'était éloignée, ou peut-être comme si elle préparait simplement son retour. Je suis rentrée en Provence 2 jours après l'enterrement. Le jardin m'attendait. Les roses avaient continué de fleurir pendant mon absence. La nature, elle, ne s'arrête jamais pour les tragédies humaines. Mais mon téléphone, lui, ne cessait de vibrer. Chloé appelait. Beaucoup. Trop. Au début, j'ai cru à un véritable remords. Elle parlait doucement, demandait comment j'allais, parlait de Léa avec une tendresse nouvelle, une tendresse qui n'existait pas 1 semaine plus tôt. « Maman, tu sais que tante Léa m'aimait beaucoup. » Je répondais poliment. Mais quelque chose sonnait faux. Puis, petit à petit, les conversations ont changé. Elles ont commencé à tourner autour de Paris, de l'appartement. 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Tu te rends compte? Je sentais déjà la fascination dans sa voix. Maman, c'est un quartier incroyable. Les enfants pourraient aller dans les meilleures écoles. Les enfants. Toujours les enfants. Une justification si commode pour les adultes ambitieux. Un matin, elle m'a appelée avec une excitation qu'elle ne cherchait même plus à cacher. « Maman, je suis montée à Paris pour régler quelques détails. » Je me suis figée. « Quels détails ?» Elle a ri légèrement. « Oh, rien d'important. Je voulais juste voir l'appartement de tante Léa. » Mon cœur s'est serré. « Chloé, les clés sont chez le notaire. » Petit silence. Puis elle a répondu avec une légèreté presque insolente. « Oui, mais tu te souviens, tante Léa m'avait donné un double il y a quelques années. Au cas où. » Au cas où, je n'aimais pas ce mot. « Tu aurais dû me prévenir. » Elle a ignoré la remarque. « Maman, c'est incroyable ici. » Je l'entendais marcher dans l'appartement à travers le téléphone. Ses talons résonnaient sur le parquet. Le salon est gigantesque. La vue sur la Seine est magnifique. Elle a ajouté avec un rire admiratif. Tante Léa avait vraiment du goût. Puis sa voix s'est faite plus basse, plus intime. « Tu sais quoi, maman ?» Je n'ai pas répondu. Elle a continué. « Je pense que je vais rester ici quelques jours avec les enfants. » Mon cœur a manqué un battement. « Rester ? Oui, juste le temps de voir comment on peut organiser les choses. » Je sentais déjà ce que signifiait cette phrase, mais elle l'a dit elle-même quelques secondes plus tard, avec une assurance presque tranquille. « Après tout,
Cet appartement appartient à la famille. La famille. Je me suis levée lentement dans ma cuisine. Chloé, cet appartement appartient à moi. Un silence, puis un soupir. Maman, ne recommence pas avec ça. Sa voix était devenue légèrement impatiente. On sait toutes les deux que tu ne vas pas vivre à Paris. Elle a ri doucement. Et puis les enfants ont besoin d'espace. Je comprenais maintenant. Elle ne visitait pas, elle s'installait. Chloé, mais elle parlait déjà à quelqu'un derrière elle. Lucas, ne touche pas à ça. C'est un vase très cher. Les enfants étaient donc déjà là, toute la famille, installée dans l'appartement de ma sœur. Sans même me demander mon avis, je suis restée silencieuse. Elle a repris le téléphone. Bon, maman, je te rappelle plus tard. On doit aller acheter quelques meubles. Quelques meubles? Oui, pour adapter un peu l'appartement. Adapter, comme si la maison de Léa était devenue un simple décor à réorganiser. Avant de raccrocher, elle a ajouté une phrase qui m'a glacée. Tu verras, maman, tout ça va très bien se passer. Puis la ligne s'est coupée. Je suis restée immobile dans ma cuisine. Le soleil de Provence entrait par la fenêtre. Les roses bougeaient doucement dans le vent et j'ai compris quelque chose. Ma fille n'avait jamais demandé. Elle avait simplement pris, comme si l'héritage de Léa était déjà le sien, comme si la mort de ma sœur était devenue une opportunité immobilière. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une personne que Chloé n'avait manifestement pas prévue dans son scénario. Un huissier de justice. Parce que parfois, l'amour d'une mère ne consiste pas à protéger son enfant, mais à lui apprendre que certaines portes ne s'ouvrent pas sans permission. Le train pour Paris est parti à l'aube. Je regardais les paysages défiler derrière la vitre, les champs gris, les petites gares silencieuses, les maisons encore endormies. Je n'étais pas en colère. La colère est une émotion bruyante. Elle brûle vite, puis disparaît. Ce que je ressentais était différent. Plus froid, plus clair. Pendant 60 ans, j'avais cru qu'être mère signifiait protéger, excuser, comprendre. Ce matin-là, j'avais compris autre chose. Être mère signifie parfois poser une limite. À midi, je me tenais devant l'immeuble de Léa dans le 16e arrondissement. Un immeuble haussmannien élégant, balcon en fer forgé, porte massive en bois sombre. À mes côtés se tenaient 2 hommes, maître Garnier, huissier de justice, et un policier municipal chargé d'accompagner la procédure. L'huissier portait un dossier épais sous le bras, un homme calme, méthodique. « Madame Moreau, êtes-vous prête ?» J'ai simplement hoché la tête. Nous sommes montés au 4e étage. Chaque marche résonnait dans l'escalier de pierre. Je reconnaissais l'odeur du bâtiment. Cire ancienne, parfum discret de fleurs. Léa aimait ce genre d'endroit. Nous nous sommes arrêtés devant la porte. L'huissier a sonné. À l'intérieur, j'ai entendu des voix, des enfants. Puis les pas rapides de quelqu'un qui approche. La porte s'est ouverte brusquement. Chloé est apparue. Elle portait un pull en cachemire et tenait un verre de jus d'orange. Pendant une seconde, elle a souri. Puis, elle a vu l'huissier. Puis l'uniforme du policier. Son sourire s'est figé. « Maman ?» Je suis restée parfaitement calme. Maître Garnier s'est avancé. « Bonjour, madame. Maître Garnier, huissier de justice. » Il a sorti un document. « Je suis ici pour constater une occupation sans droit ni titre de ce logement. » Le visage de Chloé s'est vidé de couleur. « Pardon ?» L'huissier a poursuivi avec une précision presque chirurgicale. L'appartement appartenait à Madame Léa Moreau. Suite à son décès, il a été transmis par testament à Madame Isabelle Moreau, ici présente. Il a marqué une pause. Vous n'êtes pas titulaire d'un droit d'occupation. Les enfants regardaient depuis le salon. La télévision était encore allumée. Des jouets traînaient sur le parquet de Léa. Chloé s'est tournée vers moi. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas élevé la voix. La réalité, elle a éclaté. « Tu es sérieuse ?» Elle a pointé l'huissier. « Tu as appelé un huissier contre ta propre fille. » Maître Garnier a repris calmement. « Madame, je dois vous notifier que votre présence ici constitue une violation de domicile. » Il a posé un papier dans sa main. « Vous disposez de 30 minutes pour quitter les lieux avec vos effets personnels. » Le silence est tombé comme une pierre. 30 minutes? Sa voix tremblait maintenant. « Les enfants sont ici. » Le policier s'est avancé légèrement. « Madame, nous vous demandons simplement de respecter la décision légale. »
Elle me regardait comme si je venais de trahir quelque chose de sacré. « Maman, tu vas vraiment faire ça ?» Je l'ai regardée longtemps, très longtemps. Puis j'ai répondu doucement. « Tu es entrée ici sans me demander. » Elle secouait la tête. « Mais je suis ta fille. » Je me suis approchée d'elle. Ma voix était calme, presque douce. « Justement. » Elle respirait vite. « Tu vas mettre tes petits-enfants dans la rue ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais l'appartement. Le piano de Léa, les tableaux qu'elle avait achetés en voyage. Puis j'ai dit la seule chose qui comptait. Non. Elle a semblé soulagée une seconde. Mais j'ai continué. Je vais simplement te rappeler que cette maison n'est pas la tienne. Maître Garnier a regardé sa montre. Il reste 27 minutes, madame. Chloé tremblait maintenant. La colère disparaissait, remplacée par quelque chose de beaucoup plus fragile. La panique. Maman, sa voix était presque un murmure. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé la phrase que je n'aurais jamais imaginé dire un jour. Si. Petit silence. Puis j'ai ajouté calmement, parce que l'amour n'autorise pas le mépris. Dans le salon, les enfants commençaient à comprendre que quelque chose n'allait pas. Et moi, pour la première fois depuis la mort de Léa, je sentais une étrange paix. Parce que certaines leçons ne peuvent être apprises que lorsque la porte se referme. 27 minutes. C'est le temps qu'il restait quand Maître Garnier a regardé sa montre pour la première fois. Dans l'appartement de Léa, tout semblait suspendu. Les enfants s'étaient arrêtés de jouer. Ils regardaient leurs parents avec cette inquiétude silencieuse que seuls les enfants savent ressentir avant même de comprendre. Chloé, elle, tournait dans le salon comme une lionne enfermée. C'est absurde. Elle ouvrait des tiroirs, refermait des placards, attrapait des sacs. Tout ça pour un malentendu. Elle s'est arrêtée brusquement devant moi. Ses yeux étaient rouges. « Maman, tu ne vas pas vraiment nous jeter dehors ?» Je ne répondais pas. Maître Garnier continuait d'observer calmement la scène, son dossier sous le bras. Le policier, lui, restait près de la porte. Présence discrète, mais incontestable. Chloé s'est approchée de moi. Sa voix a changé, moins agressive, plus suppliante. « Maman, on peut discuter. » Je la regardais. Je connaissais ce ton. C'était celui qu'elle utilisait enfant quand elle voulait éviter une punition. Cet appartement, on peut s'organiser. Elle parlait vite maintenant. On pourrait vivre ici et toi tu viendrais quand tu veux. Les enfants seraient ravis. Je suis restée silencieuse. Alors elle a changé d'argument. Et puis, il y a aussi l'argent. Ses yeux brillaient. 2 millions d'euros, maman. Le chiffre flottait dans la pièce comme un parfum trop fort. On peut gérer ça ensemble. Elle faisait des gestes larges. Investir, préparer l'avenir des enfants. Je savais que ce moment allait arriver. Je savais aussi que je n'avais plus rien à expliquer. Alors j'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti une chemise cartonnée, un document officiel. Chloé a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est encore ?» Je lui ai tendu les feuilles. « Lis. » Elle a parcouru rapidement le texte, puis son visage a changé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Maître Garnier s'est avancé légèrement. Madame Isabelle Moreau a décidé de créer une fondation caritative au nom de sa sœur Léa Moreau. Chloé me regardait, incrédule. Une fondation ? Je me suis appuyée doucement sur le dossier d'une chaise. Oui, ma voix était calme. La fondation Léa Moreau. Je voyais déjà la peur naître dans ses yeux. Elle aidera les enfants victimes de guerre et de déplacements forcés. Le silence s'est épaissi. Le capital initial sera constitué de la totalité de l'héritage financier. Chloé a laissé tomber les papiers. Toute la somme, je l'ai regardée. Oui. Elle a secoué la tête. Non, non maman, tu ne peux pas faire ça. Sa voix montait. C'est de la folie. Je restais immobile. Elle continuait. 2 millions d'euros. Puis elle a pointé l'appartement. Et ça, j'ai répondu simplement. L'appartement sera vendu. Elle semblait suffoquée. Pour financer la fondation. Les mots sont tombés lentement, comme des pierres dans l'eau. Chloé me regardait comme si je venais d'annoncer la fin du monde. Mais c'était l'argent de la famille. Je l'ai regardé avec douceur. Non, petit silence. Puis j'ai ajouté, c'était l'argent de Léa. Les enfants commençaient à remplir leurs sacs en silence. Le plus jeune regardait sa mère avec inquiétude. Chloé, elle, tremblait maintenant. « Tu vas tout donner ?» Je me suis approchée d'elle. «
Ma voix était calme, presque tendre. Ta tante a passé sa vie à aider les autres. Je regardais les documents dans sa main. Cet argent continuera simplement ce qu'elle avait commencé. Elle secouait la tête. Et nous alors? C'était la vraie question. Je lui ai répondu doucement. Vous apprendrez à vivre sans cet argent. Le silence qui a suivi était immense. Maître Garnier regarda sa montre. Il reste 8 minutes. Chloé me fixait toujours. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Elle comprenait enfin que cette fois, sa mère ne céderait pas et que l'héritage de Léa ne deviendrait jamais une récompense pour la cupidité. Il restait quelques minutes lorsque le dernier sac a été fermé. Dans l'appartement de Léa, le silence était devenu presque irréel. Les enfants se tenaient près de la porte avec leurs petits sacs à dos. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais ils avaient senti que quelque chose de grave venait de traverser la pièce. Chloé, elle, était restée immobile au milieu du salon. Ses cheveux étaient légèrement défaits, son manteau ouvert. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle semblait perdue. Maître Garnier a refermé son dossier. « Madame, le délai est écoulé. Le policier a ouvert la porte de l'appartement. L'air froid du couloir est entré doucement. Chloé a ramassé ses valises sans me regarder. Puis elle s'est arrêtée à quelques centimètres de moi. Ses yeux étaient rouges. « Tu viens vraiment de détruire ta propre famille. » Je n'ai pas bougé. Elle a ajouté, presque en chuchotant, « Tu crois que tu es juste ?» Je la regardais calmement. « Je crois que je suis honnête. » Elle a serré les dents. « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Sa voix a soudain éclaté. « La loi protège les enfants. » Elle tremblait maintenant. « J'ai droit à ma part. » Le mot résonnait dans l'appartement vide. « Ma part. » Je savais que cette phrase viendrait. Je savais aussi que ce serait le moment le plus important. Je me suis approchée d'elle lentement. Ma voix était basse, stable. « Tu as raison. » Elle a levé les yeux, surprise. La loi française protège les enfants. Je voyais l'espoir renaître dans son regard. Ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Elle a hoché la tête avec nervosité. « Voilà, tu vois. » Je me suis arrêtée à 1 mètre d'elle et j'ai prononcé la phrase qui allait tout changer. Mais cette loi ne s'applique que lorsque le parent est mort. Le silence est tombé brutalement. Je pouvais presque entendre son cœur battre. Et comme tu peux le constater, j'ai ouvert les bras légèrement. Je suis encore en vie. Son visage est devenu blanc. Je continuais doucement. Cela signifie que j'ai le droit de disposer de mon argent comme je le souhaite. Elle secouait la tête. Non, je peux le dépenser. Un pas, je peux le donner. Un autre, je peux le transformer en aide pour des enfants qui n'ont plus rien. Elle murmurait maintenant, « Maman ». Mais je n'avais pas terminé. Et lorsque je mourrai un jour, je l'ai regardé droit dans les yeux. La loi garantira ta part minimale. Petit silence. Puis j'ai ajouté la phrase que je n'avais jamais imaginé dire à ma propre fille, sur ce qu'il restera. Elle comprenait maintenant. Lentement, cruellement. « Tu vas tout donner ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais le salon vide, le piano de Léa, la lumière douce de Paris derrière les fenêtres. Puis je lui ai répondu calmement. « Ta tante m'a laissé un héritage. » Je me suis tournée vers la porte. Pas seulement de l'argent. Je marchais maintenant vers le couloir. Elle m'a rappelé ce que signifie la dignité. Chloé restait figée. Les enfants tiraient doucement sa manche. Je me suis arrêtée une dernière fois, sans colère, sans haine, seulement avec une certitude paisible. « Travaille !» Ma voix était presque douce. « Paie les études de tes enfants. » Puis j'ai ajouté la phrase qui a traversé le couloir comme un couperet silencieux. « Et apprends-leur quelque chose que tu sembles avoir oublié. » Je me suis tournée vers elle une dernière fois. L'amour ne se mesure pas en héritage. Le policier a refermé la porte derrière eux. Le bruit du verrou a résonné doucement. Dans l'appartement, le silence est revenu. Je suis restée seule quelques minutes. Puis je suis sortie dans la rue. Paris baignait dans une lumière dorée de fin d'après-midi. Les voitures passaient, les gens marchaient, la vie continuait. Je levai les yeux vers le ciel. « Tu vois, petite sœur ?» Le vent passait entre les immeubles, et pour la première fois depuis sa mort, je me sentais enfin en paix. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par une victoire. Elles se terminent par quelque chose de plus rare, la justice silencieuse.
Parfois, la vie ne nous demande pas seulement d'aimer, elle nous demande aussi de comprendre ce que signifie respecter. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un héritage ou d'un conflit entre une mère et sa fille. C'est l'histoire d'une frontière invisible que beaucoup de familles oublient avec le temps, la frontière entre l'amour et le droit. Aimer ses enfants ne signifie pas accepter leur mépris. Aider sa famille ne signifie pas nourrir la cupidité. Et surtout, l'argent ne peut jamais remplacer la dignité. Isabelle n'a pas choisi la vengeance. Elle a choisi quelque chose de plus difficile, la cohérence. Elle a honoré la mémoire de sa sœur. Elle a protégé ce qui restait de ses valeurs. Et elle a rappelé une vérité simple mais souvent oubliée. Un héritage n'est pas une récompense automatique. C'est la trace d'une vie et parfois le reflet du cœur de ceux qui restent. Mais cette histoire pose aussi des questions profondes. Dans nos familles, savons-nous encore reconnaître la valeur des liens avant celle de l'argent? Que ferions-nous à la place d'Isabelle? Aurions-nous eu le courage de dire non à notre propre enfant pour défendre une mémoire et une dignité? Ou aurions-nous choisi la paix apparente au prix du silence et du renoncement? Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation où l'argent, l'héritage ou les intérêts matériels ont révélé le vrai visage de certaines personnes dans votre famille? Avez-vous dû poser une limite difficile à quelqu'un que vous aimiez? Ou au contraire, avez-vous été témoin d'un geste de générosité qui vous a profondément marqué? Si cette histoire vous a touché, racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Vos témoignages sont précieux, car derrière chaque récit se cache souvent une leçon de vie qui peut aider d'autres personnes. Et qui sait, peut-être que votre histoire sera la prochaine que nous raconterons.